le but de ces rapports, en définitive, c'est de dire que, indépendamment de la désignation par Israël de ces ONG comme terroristes, au moyen donc d'éléments classifiés, on peut voir simplement en cherchant sur Google, sur les réseaux sociaux, qu'il y a donc une masse importante de liens entre ces organisations et l'organisation terroriste, et donc que finalement les États membres qui ont financé ces ONG n'auraient jamais dû les financer. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone à NGO Monitor et nous voulions vous parler ce matin parce que c'est aujourd'hui d'abord que s'ouvre le procès de 2 terroristes qui sont responsables de l'assassinat de Rina Schnerb. C'était en août, si je ne m'abuse, 2019, donc il y a plus de 3 ans et demi. Ces 2 assassins donc sont des terroristes affiliés au FPLP, une organisation terroriste de l'autorité liée à l'autorité palestinienne, mais qui est une organisation terroriste qui reçoit d'une manière ou d'une autre des financements de la part de l'Union européenne. Je voudrais que vous reveniez avec nous sur justement le lien entre des ONG pro-palestiniennes, le FPLP et l'Union européenne. Très bien. Alors d'abord, je vais rectifier ce que vous avez dit, parce que vous avez donc dit que l'Union européenne avait financé le FPLP. C'est pas non, pas l'Union. L'Union européenne n'a pas financé le FPLP. L'Union européenne a financé des ONG qui sont affiliées au FPLP. Donc je vais vous donner le profil. On parle donc de 2 leaders du FPLP qui sont aujourd'hui accusés, donc sur le banc des accusés pour leur participation donc à l'attentat qui a coûté la vie à Rina Schnerb en 2019. Il se trouve que ces 2 personnes sont également les directeurs financiers de 2 ONG, financées donc par l'Union européenne, mais aussi par des États membres de l'Union européenne. Juste pour vous donner une indication, une de ces ONG, donc l'UAWC, a reçu depuis 2010 uniquement de la Commission européenne et du gouvernement hollandais près de 40 millions d'euros. Donc imaginez que cette personne a managé donc 40 millions d'euros au cours de ces années, et en même temps, c'est elle qui a appuyé donc sur le déclencheur de la bombe qui a coûté la vie à Rina Schnerb. La deuxième personne, c'est aussi le directeur financier, c'était le directeur financier de l'HWC, donc une organisation humanitaire médicale qui a reçu à peu près entre 6 et 7 millions d'euros depuis 2015 de la part de l'Union européenne et de certains États membres. Donc voilà, s'ouvre aujourd'hui finalement le procès contre ces 2 personnes. Alors, le NGO Monitor a publié un rapport autour du lien justement entre ces ONG et l'Union européenne. Voilà, exactement. Donc juste pour revenir un petit peu en arrière, il se trouve qu'en octobre 2021, Benny Gantz, qui était alors ministre de la Défense, a donc désigné 6 ONG palestiniennes comme terroristes, étant donné qu'elles étaient liées au FPLP. Cette désignation donc a fait suite à une enquête de plusieurs mois qui a suivi donc l'attentat qui avait coûté la vie à Rina Schnerb. Et en fait, ce que le ministère de la Défense avait découvert, c'est que en plus de l'implication donc de ces personnes dans l'attentat de cette jeune fille, il se trouve que des fonds européens, que ce soit pour le développement, pour l'humanitaire, pour les droits de l'homme, etc., avaient été détournés par ces ONG au profit du FPLP. D'accord ? Et donc, à la suite de cette enquête, ils ont décidé de désigner ces organisations comme organisations terroristes. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au mois de juillet 2022, plusieurs États membres de l'Union européenne, je crois que c'était 9 pays, dont la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., ont rejeté ces désignations en disant qu'ils n'avaient reçu aucune preuve de la part du gouvernement israélien ou des services de sécurité israéliens qui justifiaient donc la désignation de ces ONG comme terroristes. Et donc, nous avons décidé à NGO Monitor d'utiliser donc toutes les ressources qui sont publiques et vérifiables afin de démontrer, non pas que ce sont des terroristes, mais au moins de montrer que ces organisations, au point de vue organisationnel, mais aussi au point de vue individuel, sont liées au FPLP.
Et donc, nous avons exposé près de 50 liens individuels entre ces ONG et le FPLP. Quand je parle donc de liens individuels, donc ce sont des employés de ces ONG qui sont liés au FPLP, affiliés au FPLP, sympathisants du FPLP, qui ont été soit condamnés par le passé pour leur activité au sein du FPLP, ou alors qu'on a pu voir qui participaient à des événements organisés par le FPLP. Donc leur simple présence montrait donc cette affiliation. Donc on a trouvé près de 50, un peu plus de 50 personnes liées au FPLP. Et en plus de ça, on a trouvé des liens organisationnels entre ces organisations et le FPLP. Par exemple, lorsque Israël a lancé une série de raids dans les bureaux de ces ONG, il se trouve que le numéro 2 du FPLP a donc dit dans la presse arabe que Israël avait attaqué les organisations appartenant au front. Ou alors, par exemple, une enquête qui a été commissionnée par le gouvernement néerlandais en 2021 a découvert que près d'une vingtaine d'événements et de cérémonies organisés par le FPLP avaient été organisés à l'intérieur de ces ONG, dans les bureaux de ces ONG. Donc on voit vraiment des liens individuels et organisationnels entre ces ONG et le FPLP. Et en fait, le but de ce rapport, c'est une réponse donc au rejet par ces 9 pays européens qui ont rejeté la désignation israélienne. Et en fait, le but de ces rapports, en définitive, c'est de dire que, indépendamment de la désignation par Israël de ces ONG comme terroristes au moyen donc d'éléments classifiés, on peut voir simplement en cherchant sur Google, sur les réseaux sociaux, qu'il y a donc une masse importante de liens entre ces organisations et l'organisation terroriste, et donc que finalement les États membres qui ont financé ces ONG n'auraient jamais dû les financer. Voilà, c'est le but de ce rapport. Alors, la question que l'on se pose toujours au-delà du rapport, c'est ce rapport-là, est-ce que vous avez un moyen de vérifier s'il est arrivé de bonnes mains dans les pays qui sont concernés de l'Union européenne ? Écoutez, nous, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a contacté les ambassadeurs des pays membres de l'Union en Israël, en leur disant qu'on avait publié un rapport ou qu'on allait publier un rapport. On leur a envoyé le lien du rapport. On s'est adressé aussi donc à Joseph Borrell, le représentant, on va dire, ministre des Affaires étrangères de la Commission européenne. Et on espère donc qu'un jour ou l'autre, ils répondront à nos mails et peut-être qu'on pourra organiser un briefing pour leur expliquer un peu notre rapport. Voilà. De par votre expérience, Vincent, est-ce que vous avez le sentiment qu'en général, eh bien, les Européens, ces pays européens écoutent vos doléances, approfondissent justement les recherches que vous faites, ou alors au contraire, ils mettent ça de côté parce que ça ne sert pas leurs intérêts ? Ils mettent ça de côté, on va dire ça très clairement. Enfin, oui et non, je vais vous expliquer, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration politique quand ils disent en définitive que voilà, Israël n'a pas fourni des éléments, qu'ils allaient continuer à soutenir ces ONG. Dans les faits, depuis la désignation en octobre 2021 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment vu de nouvelles subventions à ces ONG. On voit par-ci par-là, mais des toutes petites sommes, ça vient pas forcément des pays européens, ça vient plutôt, on va dire, de donateurs privés. Et ça, c'est quand même un signe. C'est-à-dire que d'un côté, le discours officiel, c'est de dire on rejette les désignations. D'un autre côté, il n'y a pas vraiment de financement. Donc, il y a un impact. Et voir en fait ce double discours qu'on a vu aussi avec l'histoire de Salah Hamouri. Parce que Salah Hamouri, c'était aussi donc un membre d'une de ces ONG donc qui a été désignée par Israël. Alors, quand on voit par exemple la diplomatie française a donc condamné Israël pour avoir donc exclu Salah Hamouri, de l'avoir expulsé d'Israël, mais d'un autre côté, on voit que Gérald Darmanin a de toute sa force, il a mis tout son poids pour annuler donc la conférence de Salah Hamouri qui était organisée par la mairie de Lyon. Donc encore une fois, on voit ce double discours d'une part de la diplomatie et d'autre part de ce qui se passe à l'intérieur des pays. Voilà. Donc ça a un impact finalement. Ça a quand même un impact, oui, bien sûr. Parce que si je me trompe pas, il y a plusieurs pays qui, suite à votre intervention et suite à d'autres rapports que vous avez publiés à NGO Monitor, ont commencé à réviser, on va dire, leur politique de financement de ces ONG. Je pense par exemple, dites-moi si je me trompe, au Danemark ou à d'autres pays, peut-être même la Norvège. Alors, peut-être le cas le plus
le meilleur cas, on va dire que c'est la Hollande. La Hollande, c'était donc un des principaux bailleurs de fonds de l'UAWC, d'une de ces ONG, donc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont commissionné donc une enquête indépendante par un cabinet d'audit hollandais, et ils ont trouvé, on va dire, les mêmes conclusions que NGO Monitor, c'est que 34 personnes travaillant pour l'UAWC étaient également membres du FPLP. Et quand ils ont publié ce rapport, l'exécutif néerlandais n'a pas eu d'autre choix que de mettre fin donc à leur contrat avec l'UAWC. On parlait quand même d'un contrat de 13 millions d'euros, donc c'est énormément d'argent. Donc finalement, si on fait un peu de recherche d'informations publiques sur Google, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, on se rend compte que ces ONG ou alors les individus travaillant pour ces ONG sont liés au FPLP, et la conséquence est que finalement on ne peut pas donner d'argent à ces organisations. C'est trop risqué. Il y a trop de risques, on va dire, de détournement de fonds. Eh bien, Vincent Chebas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à l'occasion donc de la publication de ce rapport. Peut-être que c'est important de nous donner les moyens de le consulter. Pour ceux qui le veulent le consulter, comment on peut faire? Alors, vous allez sur le site ngomonitor.org et c'est le rapport donc, qui est en première page. Vous le trouverez facilement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée, à bientôt. Journée.